Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, et pourquoi pas un panier anti-smartphone ou anti-tablette si on mettait notre consommation numérique en pause. Démonstration, c'est à venir avec la famille tout écran et le Clémy. Autre démonstration avec Jeanne Dreyfus et ses idées derrière la tech. Aujourd'hui, Jeanne Dreyfus, on va revenir sur cette bataille de droits d'auteur contre les intelligences artificielles. Midjourney et Stable Diffusion sont poursuivis devant la justice californienne pour non-respect du droit d'auteur. Justement, on décrypte toute cette actu avec toi. Oui, comment lutter contre le droit de fouille dont profitent gracieusement les logiciels de génération d'images au sein d'un catalogue illimité d'œuvres d'art disponibles en ligne. On revient en effet sur cette question épineuse de la propriété intellectuelle à l'ère de l'IA. Et ça tombe bien parce que vous le savez, aujourd'hui c'est jeudi, c'est le Club Actu. Droit de fouille ou pas, justement, peut-être un autre. On va en parler en première partie de cette émission. Ces technologies de surveillance qui sont en question. Des caméras dopées à l'intelligence artificielle pour surveiller les JO. Mesure adoptée par le Sénat, mais qui met l'Assemblée en ébullition. Paris 2024 va-t-il prendre les feux airs de bienvenue à Gattaca? On reviendra sur ces technologies de surveillance. En deuxième partie, on va s'attaquer au 6e rapport du GIEC. Est-ce qu'on va droit dans le mur, les pieds dans l'eau? Comment désamorcer la bombe à retardement climatique? On va revenir justement sur ce sursaut international qui doit intervenir selon les 93 scientifiques du GIEC pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Pour justement débattre de ces actus, vous les connaissez, nos débatteurs habituels, Marion Moreau, journaliste indépendante, messieurs, dames, spécialiste du numérique, autrice de l'excellente newsletter Hors Normes. Bonjour à toi. Bonjour Marjorie. Stéphane Zibi, expert lui aussi des questions tech, directeur de Ionis X. Bonjour à toi Stéphane. Bonjour Marjorie. Et puis pour éclairer également ces actus en première partie, nous serons avec Winston Maxwell, directeur d'études en droit et numérique à Télécom Paris. Winston, vous êtes également ancien avocat au barreau de New York. Bonjour à vous. Bonjour. Et en deuxième partie, ce sera Axel Daucher, le fondateur de Mec.org, qui nous rejoindra pour pouvoir nous donner le top départ du changement de nos habitudes, justement de consommation numérique. Est-ce que sobriété numérique peut être autre chose qu'un hashtag? On en discutera notamment avec lui. Tout ça est dit, d'abord, focus. Allez, il faut se rendre à l'évidence, on passe beaucoup trop de temps sur nos appareils électroniques. Si les applications de contrôle justement du temps d'écran se sont multipliées, le plus simple, c'est peut-être encore de mettre notre conso numérique en pause. Démonstration tout de suite avec la famille tout écran et le Clémy. Théo? Oui. Tu sais ce que c'est, ça? Un panier de courses, un panier à chaussettes, un panier à fruits, un panier à petits paniers. Non, ça mon grand, c'est ta punition. On a vu ton bulletin de notes et c'est pas fameux. C'est même moisi. Oui, mais c'est à cause de mon prof. Pas d'excuses. À partir d'aujourd'hui, tu te concentres à fond sur tes devoirs et finis les écrans. C'est nul. Non, ce qui est nul Théo, c'est que tes résultats à l'école sont en train de vraiment baisser. Écoute, t'es tout le temps là-dessus. T'as l'air d'un zombie et ça t'empêche de te concentrer. Bon, allez, zou, là-dedans. Bien. Adieu le monde. J'ai tellement adoré surfer sur tes sites de jeux vidéo. Ça, c'est pour vous, les parents. Ouais, vous aussi, vous avez des têtes de déterrés. Vous êtes tout le temps sur vos téléphones. Allez, dedans. Et le premier qui se plaint, je le prive de dessert. Pour être en bonne santé, nous les écrans, il faut savoir nous oublier. À table, le matin avant d'aller à l'école et le soir avant de dormir. Privilégiez les activités en famille. Et nous, on sera très bien sans vous. Mélina, toi aussi, ma chérie. Et pendant la famille tout écran, Stéphane Zibi, pianoté justement, tiens, sur son smartphone, t'as un panier pour mettre en pause tes téléphones ou pas du tout? Shabbat. Et un Shabbat numérique notamment, absolument très bonne idée que celle de Stéphane. Non mais c'est bien, non mais la déconnexion une fois par semaine. En fait, le truc, je plaisante à peine, mais en plus de faire des bons repas, etc. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est toujours agréable. Mais se dire qu'un jour dans la semaine on déconnecte totalement. C'est pas un truc qui devrait être réservé qu'à une certaine branche de la population qui suit une certaine religion. Je pense que on peut se donner un repère, un moment dans la semaine, et je pense que le vendredi soir, parce qu'on a travaillé du lundi au vendredi, c'est un bon moment, me semble-t-il. Après, bon,
Et comment on fait pour pouvoir mettre en ligne ces dîners justement du vendredi soir sur les réseaux sociaux? C'est pas possible, tu peux pas nous demander de faire ça. T'es pas obligé de le faire, tu peux le garder, je sais pas, mais bon, voilà. Allez, un Shabbat numérique imposé par Stéphane Ziv au moins une fois dans la semaine. Alors, tu vas voir que t'es quand même vachement plus souple que l'Assemblée nationale et le Sénat notamment, puisque Paris 2024 pourrait être mis sous surveillance. Des technologies qui pourraient nous fliquer pendant les JO. On va en parler. Justement, c'est le talk et le club, surtout, première partie. Mais pour revenir sur ces actus, Stéphane Zibi, vous l'avez entendu, Marion Moreau, mais aussi aujourd'hui Winston Maxwell. Vous êtes directeur d'études du droit et numérique à Télécom Paris, et puis vous êtes aussi ancien avocat au barreau de New York. Votre avis, votre expertise va nous être très précieux. Rappel des faits, messieurs, dames. C'est un autre article 7 qui a fait grand débat fin janvier au Sénat avant d'y être adopté. Celui qui va avoir recours à titre expérimental, les mots en ton sens, vous le verrez, à la surveillance algorithmique pendant les JO de Paris. En clair, il acte le déploiement de caméras couplées à des systèmes de détection algorithmique, mouvements de foule, bagages abandonnés ou encore comportements suspects. Ce serait l'outil de détection imparable selon ses promoteurs. Vraiment ? On ouvre le débat. Marion, c'est vrai qu'on voit que le débat ressurgit cette semaine, notamment à l'Assemblée nationale, puisque le texte vient d'y faire son entrée pour un débat. La vidéosurveillance dite intelligente, elle a vraiment fait ses preuves? Elle a fait ses preuves parce que c'est un sujet qui est amené, comme tu le dis, par les JO, et c'est quand même l'événement majeur, comme il n'a jamais été organisé à Paris, en tout cas pas depuis plusieurs, peut-être siècles, je ne sais pas. Et en fait, la vidéosurveillance, c'est un vieux sujet, on l'a vu, il y a eu des expérimentations, on pense à Nice, on pense à d'autres villes qui ont dû faire face notamment au terrorisme, donc c'est réveillé comme ça toute une batterie de solutions sur lesquelles il y avait un enjeu, et on comprend pourquoi, évidemment, l'enjeu de sécurité. Donc c'est un sujet qui ressort. C'est bien que le Sénat, c'est bien que les pouvoirs publics s'en emparent un peu plus, parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. On ne sait pas complètement aujourd'hui ce que nous disent les caméras qui sont installées partout dans les villes. C'est quand même quelque chose qui est installé depuis très longtemps. Je veux dire, aujourd'hui, on n'en est pas comme à la Chine avec une caméra pour 5 citoyens. Mais on pourrait... aujourd'hui, de par le terrorisme qui reste quand même très présent dans nos esprits et malheureusement comme une menace, plus l'insécurité, les manifestations en cours, etc. Moi, j'ai un peu peur, peut-être qu'on va en débattre après, que ça devienne une norme et que finalement le citoyen, même s'il va y avoir évidemment beaucoup de débats autour de l'éthique, je pense quand même qu'on va vers un système assez vidéosurveillé. Ouais. Alors c'est extrêmement intéressant parce qu'on parle bien, Winston, d'expérimentation dans la partie du texte qui a été actée avec l'article 7 par le Sénat. C'était fin janvier dernier. C'est également ce qui fait l'objet d'un débat en ce moment même à l'Assemblée. Expérimenter, ce n'est pas devenir une norme ou ça peut quand même être le cas? La crainte, c'est effectivement qu'à chaque fois qu'on expérimente, ça rentre un petit peu dans les mœurs et petit à petit, il y a ce qu'on appelle un effet cliquet. Et la société s'habitue de plus en plus à des moyens de surveillance, etc. On voit ça dans la lutte contre le terrorisme avec l'analyse des données de communication qui est autorisée par la loi. Au début, c'était expérimental et ça reste. Donc, il faut toujours être conscient, et la CNIL en est très consciente de cet effet cliquet. Néanmoins, je pense que cette loi d'expérimentation est très salutaire parce que, comme disait Marion, ça sort le sujet d'une zone d'ombre juridique où ces systèmes de vidéo intelligente naviguaient un petit peu dans un flou entre le Code de la sécurité intérieure d'un côté, les RGPD de l'autre. Et la CNIL et le Conseil d'État ont dit depuis longtemps il faut une loi pour que tout soit cadré, que ce soit transparent, que ce soit proportionné. Et c'est ça ce qu'ils essaient de faire à l'Assemblée. Oui, finalement, pour vous, c'est une bonne nouvelle pour pouvoir clarifier justement les termes du débat et pouvoir justement clarifier aussi ces termes juridiques et légaux, tout simplement. On parle encore de cette phase d'expérimentation, Stéphane, avec toi. Ça fait des dizaines d'années, on le rappelait avec Marion, que des tests grandeur nature sont organisés. Alors, on peut reparler de la ville de Nice, en effet, après les attentats en 2019. La RATP aussi, qui l'a utilisé en 2020. Souvenez-vous, quand le port du masque était obligatoire dans le métro, on voulait essayer de détecter qui le portait réellement
ou pas. Il y a des retours vraiment précis. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut statuer sur le fait que ces technologies de surveillance avec des caméras augmentées par algorithmie fonctionnent réellement? On est sur du 100% ou ça n'existe pas de toute façon 100%? 100%, je ne sais pas si ça existe du 100% sur tous les sujets que ce soit, c'est impossible. Mais il faut déjà imaginer que là, comme l'a dit Marion, on va avoir 15 millions de personnes qui vont arriver sur Paris. C'est énorme. On ne sait même pas où on va les loger tous d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Mais ça, c'est un autre sujet. On va avoir un événement qui va être aux yeux du monde entier. Donc, ça peut entraîner quelques dérives. Il y en aura sûrement. Donc, il faut juste imaginer, est-ce qu'on a les moyens humains pour pouvoir surveiller tout ça? Je ne crois pas. Donc, c'est pour ça qu'il est obligatoire d'ajouter des moyens technologiques. Ces moyens technologiques, je pense qu'ils ont été éprouvés. Je vais parler d'une ville en particulier où les caméras sont entièrement présentes parce qu'il y a une sécurité qui est nécessaire et indispensable, qui est Jérusalem. Là-bas, il y a des caméras partout, à chaque coin de rue. Dès qu'il y a le moindre mouvement de foule ou dès qu'il y a le moindre blocage, parce qu'il y a trop de touristes à certains endroits, les autorités arrivent pour pouvoir déblayer, parce que ça peut entraîner des mouvements de foule et tout ça, donc ça génère des choses. Donc c'est vrai que la sécurité est invisible, mais elle est permanente là-bas. De fait, donc je pense qu'elle a fait ses preuves. La technologie fait ses preuves, et je pense et j'espère, et c'est pour ça que les lois qui vont être votées et qui vont clarifier tout ça, c'est plutôt une excellente chose, parce que mieux vaut être clair et afficher les choses et que tout le monde soit conscient et que même ceux qui veulent avoir des idées malfaisantes soient au courant qu'ils seront surveillés. Que de faire des choses un peu en cachette, comme ça s'est passé pour la Coupe du Monde au Qatar, où on était obligé d'installer 2 applications, un pour le Covid et un pour les billets, et en fait on était surveillés avec nos smartphones. Donc mieux vaut le faire de façon transparente que de façon non transparente. Mais tu emploies les mots justes, une sécurité invisible mais permanente. Est-ce que c'est justement pas le nœud du problème, Marion? On peut facilement avoir un fantasme sur les downsides de ces technologies de surveillance. Est-ce qu'il y a quand même un moment où on peut se dire que il faut raison garder par rapport à l'utilisation soit de ces technologies biométriques, soit d'algorithmies et de caméras augmentées? Comment est-ce qu'on peut essayer aussi peut-être de démythifier tous les fantasmes qui naissent autour des technologies de surveillance? Oui, c'est vrai, parce que finalement, c'est un peu la réalité de la science-fiction telle que l'ont écrit Asimov ou d'autres auteurs sur Big Brother, etc. C'est vrai que dans le collectif, aujourd'hui, c'est un commun, entre guillemets, qui nous concerne tous, donc c'est hyper important. Moi, je pense que il n'y a pas assez de débats, il n'y a pas assez aujourd'hui de débats publics dans lequel on pourrait investir des citoyens, mais aussi des professionnels, des start-up, etc., qui puissent se dire, bon voilà, quel est en fait le cadre? Alors, tu pourrais me dire, vous pourriez me dire, il existe. Oui, mais il n'intègre pas la totalité, justement, à la fois des partisans et des non-partisans, des sortes de vigies citoyennes qui pourraient être nos ambassadeurs. Je crois qu'il faut faire attention entre le besoin de sécurité, l'ère sécuritaire dans laquelle on est entré depuis le 11 septembre 2001, et le besoin de protection du citoyen. Ce que les instances en France essayent de faire. Il y a encore beaucoup d'instances qui sont les garantes de savoir ce qu'on fait, notamment l'ARCOM, etc. L'ARCOM, la CNIL, etc. Bien sûr. Dans tous les États membres de l'Union européenne. Mais je vais juste te donner, si tu permets, un petit exemple en Europe, enfin 2 même. Il y a eu, en République tchèque, j'ai pu avoir une conversation avec le ministre du numérique, Ivan Bartoš, l'année dernière, il y a 1 an et demi, et il me disait que justement, il avait été poussé comme ça au pouvoir par un mouvement citoyen, le Parti Pirate, et le Parti Pirate, en fait, s'est rendu populaire du fait d'avoir organisé des manifestations assez importantes à Prague, c'était il y a 5 ou 6 ans, parce qu'il y avait une mise en place d'une loi qui pourrait surveiller les habitants de Prague via notamment la vidéosurveillance. Et les citoyens n'étaient pas d'accord. Et le Parti Pirate a lutté contre, notamment avec le soutien d'Anonymous, groupe de hackers, peut-être que l'audience connaît. Et finalement, ça a marché. Et je crois qu'aujourd'hui, avec cet exemple et l'autre exemple qui est celui de la Turquie, qui aussi a un peu implémenté des technologies, on va dire, duales, des technologies qui à la fois servent à faire en sorte que le citoyen soit
numérique et puisse connecter facilement, mais de l'autre côté, c'est aussi un objet de surveillance. Et tu le disais, Stéphane, notamment par les smartphones et le tracking. Donc je crois qu'il faut faire vraiment, à mon avis, un débat autour de la problématique sécurité, protection du citoyen. C'est un débat nécessaire, on l'entend avec Marion et Stéphane ici, Winston. Ça me rappelle quand même un autre débat qui avait eu lieu à l'Assemblée il y a quelques années sous un autre gouvernement et une autre mandature sur la loi de programmation militaire où on s'était déjà posé la question notamment des technologies de surveillance et de leur application aux citoyens. Oui, et il y a des parties de cette loi qui ont été contestées. C'est allé jusqu'à la Cour de justice européenne. Et la Cour de justice a finalement défini les règles de proportionnalité qui doivent s'appliquer. Et notamment, on ne peut pas mettre ces technologies partout et pour n'importe quoi. Ça tombe sous le bon sens. Mais pour illustrer, la Cour de justice a dit, bon, si vous sortez des gros moyens, il faut que ce soit pour des choses vraiment limitées, comme des menaces réelles pour la sécurité nationale. Il ne suffit pas de dire qu'il y a des menaces partout, il faut bien les identifier. Et cette technologie, à ce moment-là, peut être justifiée pour une période limitée, pour faire face à une menace particulièrement élevée, mais dans les zones bien délimitées. Donc, on revient à la question des JO. Il y aura 15 millions de personnes, il y aura certains sites où les risques sont très élevés pour une période limitée de temps. Et dans ces conditions-là, la Cour de justice dit qu'il est possible, avec des garde-fous, avec des contrôles institutionnels, avec la CNIL, etc., il est possible de mettre en place des technologies un peu plus intrusives. Mais après, ils doivent disparaître. Tout est la question de justement l'après, absolument, Stéphane, et du niveau d'intrusion de ces technologies. Et si je ne dis pas de bêtises, d'ailleurs, la phase d'expérimentation actée, encore une fois, par l'article 7 du vote de cette loi sur les JO par le Sénat, ira jusqu'en décembre 2024. Est-ce que, justement, Stéphane, on sait d'où viennent les technologies qui pourraient être utilisées dans le cadre de cette expérimentation et de cette loi? Ce sont des technologies françaises, européennes. En creux, ma question, c'est où sont stockées les données? J'espère que déjà pour les deux. Non, c'est ce que je veux dire, les technos, je ne sais pas exactement d'où elles viendront, mais en tout cas, s'il y a bien une chose qu'il faut s'assurer, c'est que les données soient bien hébergées et stockées en France et pas par un partenaire. Là, je pense qu'il faudra être plus qu'insistant et vigilant sur la souveraineté. Et s'il y a bien une chose qui doit être faite à ce moment-là, parce que je pense que là, il y aurait, ça gueulerait, je pense, et à juste titre, il faudra qu'il y ait une transparence totale sur l'appel d'offres ou de la façon qui va récupérer cela. Après que les technos soient javanaises ou guatémaltèques, ça, c'est pas très grave, ce sont les meilleurs pour pouvoir là, mais les données en tout cas, ça, je pense qu'il faudra que et qu'elles soient effacées. Ouais. Tu vas voir à quel point mon esprit carabin va venir chatouiller la nationalité justement de ces technologies de surveillance. Si elles sont chinoises, ça pose un problème ou pas? Ah oui. Bah oui. Ah oui, clairement. Bah oui, donc guatémaltèque, non, mais chinoise, oui. J'ai pas cité chinoise exprès. Ouais. Oui, parce qu'aujourd'hui, l'ANSSI, qui est l'Agence nationale des services de sécurité informatique, des systèmes d'information, pardon, l'ANSSI, qui est le gendarme un petit peu cyber, c'est lui qui est en charge du dossier Huawei, de démantèlement, en tout cas, et de veto sur le sujet chinois Huawei. Donc, tu connais bien le sujet. Oui, enfin, je pense qu'une technologie chinoise aujourd'hui, elle est regardée de près. D'ailleurs, elle va continuer puisque la Commission européenne est en train de mettre en place une sorte de nouveau chapitre sur l'obligation pour tous les fabricants, fabricants de devices, fabricants d'équipements, télécoms, etc., d'amener la preuve qu'il n'y a aucune puce, aucun mouchard dans tous les équipements. Donc ça va aller assez loin. Je reviendrai juste sur une chose, pardon, je monopolise le plateau. Mais monopolise-le, tu es ici chez toi. C'est gentil. Non, je dirais que j'ai fait un petit exercice, je ne sais pas si vous l'avez fait aussi, il y a beaucoup d'investissements dans les start-up de la vidéosurveillance avec l'IA. J'ai fait juste une petite recherche rapide. Avant-hier, il y a eu une levée de fonds qui a été annoncée quand même de 22 millions d'une start-up française qui s'appelle, alors c'est 21, comme dirait mon petit garçon, c'est Croix-VI.
On va revenir sur ce plateau, justement. 22 millions et qui justement utilisent l'intelligence artificielle pour aller analyser très profondément les images, toute la partie images des vidéos. Et donc c'est au moins une quinzaine de startups depuis septembre-octobre. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a les JO et que du coup il y a des appels d'offres dans le viseur? Très probablement. Mais en tout cas, il y a un trend d'investissement sur les startups autour du sujet. Et en plus, on a une répétition générale avec la Coupe du Monde de rugby l'année prochaine. C'est ça. Absolument, ces grands événements sportifs qui vont venir, mais pour l'instant, il n'y a pas de texte acté pour la Coupe du Monde de rugby et pour septembre 2023. Winston, très rapidement, puisqu'on a la chance de vous avoir avec nous pour ce commentaire d'actu, est-ce que du coup, il faut raison garder, il faut laisser le Parlement débattre? On verra dans quelques jours où on en est justement sur ces technologies de surveillance. Oui, il faut laisser le débat se poursuivre parce que ce n'est pas la fin de l'histoire non plus. Cette loi sera sans doute examinée par le Conseil constitutionnel, donc ça c'est une très bonne chose. Encore une fois, c'est salutaire de clarifier le terrain là, de dire exactement quelles sont les bornes, quelles sont les limites. Ensuite, il y aura des décrets d'application qui seront adoptés avec l'avis de la CNIL, avec le Conseil d'État. Donc, il y a beaucoup de gens intelligents qui réfléchissent à ça et je trouve plutôt une bonne chose qu'on laisse la chose aller à sa fin pour que toute cette réflexion puisse conduire à un cadre transparent et juste. Le débat, le mérite en tout cas d'être ouvert. Merci infiniment Winston Maxwell d'avoir fait un tour par le plateau de l'école du futur. Ces technologies de surveillance, du fantasme de science-fiction à la réalité de l'expérimentation. On continuera à en parler, notamment avec Marion et Stéphane dans ces futurs clubs actu. Pour l'instant, on fait une pause et on se retrouve dans un instant. Une pause dans l'actu avec le Zap d'Edouard Deniau. See where you are. Now you're in it. Oh! Let me see. There's a fish in here. Yeah, walk around, walk around. Look, it's an octopus. It's an octopus in the sky. Который полюбил всем сердцем. Он изменил мою жизнь, а я в благодарность принес ему славу лучшего промышленного центра Российской империи конца XVIII века. Я... De retour sur le plateau de l'école du futur, version Club Actu, toujours en compagnie de Marion Moreau, de Stéphane Zibi, notre expert des questions technologiques guatémaltèques, vous l'aurez compris en première partie de cette émission, Jeanne Dreyfus, et on accueille Axel de chez Axel, fondateur de Make.org, un habitué aussi de l'école du futur. Tu vas nous rejoindre pour cette deuxième partie d'actu parce qu'on va parler notamment des défis des climats et de la sobriété énergétique. Ça, c'est dans un instant, mais d'abord, Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech.
Et Jeanne, avec toi, on revient sur une bataille d'actualité, elle aussi, auteurs et artistes qui ripostent aux premières plaintes, par des premières plaintes d'ailleurs, contre les IA accusés d'utiliser leurs œuvres pour générer des images ou des textes sans rétribution, faut-il le préciser. On revient sur cette question épineuse de la propriété intellectuelle à l'heure de l'intelligence artificielle. Absolument. Et un terme est apparu au cœur des polémiques donc, sur le droit d'auteur dans le monde de l'IA générative. Le terme, c'est ageism. On le voit à l'écran. Mélange de IA et de plagiarism, de AI et de plagiarism. Ce terme, il décrit la façon dont les artistes se sentent lésés quand leurs œuvres sont utilisées par les IA génératives pour créer des images ou des textes dans le style d'eux. La première décision juridique sur ce sujet a été rendue par le bureau du copyright américain par une lettre du 21 février, une lettre officielle à l'auteur Christina Kashtanova. Le bureau donc, du copyright refusait de placer sous le régime du droit d'auteur les images créées par l'intelligence artificielle et l'artiste, avec le logiciel Midjourney en l'occurrence, dans sa BD The Area of the Dawn. C'est un document de 29 pages qu'on peut lire en ligne qui montre l'opposition d'arguments entre l'administration américaine et l'artiste dont l'avocat estime que les problématiques, elles sont guère très différentes de celles qui avaient émergé au moment où, avec l'apparition de la photographie, des artistes avaient vu le statut de leur cliché réduit à celui de simple production mécanique et non d'œuvres d'art. Droit d'auteur et IA qui file la chronique judiciaire depuis un bon moment désormais. C'est vrai que ça fait un moment qu'on se pose quand même des questions sur la façon de pouvoir réglementer de façon beaucoup plus lisible ces questions-là. Oui, tout à fait. Et cette décision, elle fait suite en effet au feu de forêt déclenché il y a quelque temps déjà sur la plateforme de diffusion de contenu créatif ArtStation et suite à la propagation du logo No AI apparu sur le compte de nombreux artistes qui s'élevaient contre eux, donc ces logiciels de création visuelle par intelligence artificielle. Le 13 janvier, le cabinet d'avocats californien Joseph Saveri avait engagé une class action auprès du parquet de San Francisco qui avait fait grand bruit. Derrière cette action collective, plusieurs artistes s'étaient unis. Alors on pouvait citer l'illustratrice Sarah Anderson ou l'artiste portoricaine Carla Ortiz. Concrètement, qu'est-ce que ces avocats et ces artistes remettent en cause? Alors, au cœur du procès, il y a la base de données Lion5B, constituée de près de 6 milliards d'images collectées sur Internet grâce à cette technique du data scraping, ou collecte de données, qui est faite souvent sans l'accord des artistes. Le cabinet d'avocats, lui, il avançait déjà un hypothétique montant du préjudice, un montant absolument colossal, s'appuyant sur l'argument, en fait, en supposant des dommages nominaux de $1 par image, la valeur de ce détournement serait d'environ 5 milliards de dollars, tout simplement, avant de comparer ce chiffre au plus grand casse du siècle, le plus grand vol d'art jamais effectué au Isabella Stewart Gardner Museum en 90. Mais l'affaire est complexe. En effet, ces gigantesques banques de données d'images, elles bénéficient d'un usage particulier dans la propriété intellectuelle anglo-saxonne nommé le fair use. En français, c'est l'usage loyal. En fait, ça permet la reproduction d'œuvres d'art dans des contextes de recherche au sein desquels les IA sont entraînées. Et là où le serpent se mord un peu la queue, c'est que ces instituts de recherche sont financés par des entreprises privées, dont par exemple AI Stability, qui a créé Stable Diffusion. Ouais, affaire de gros sous, mais aussi de financement de la création et question réelle sur l'authentification, justement créative et créatrice. Quels sont les arguments en face? L'IA a des arguments? Évidemment, toujours. De l'autre côté, en effet, l'accent il est mis sur le temps passé pour affiner les résultats. Alors, on se souvient de cette œuvre qui avait fait grand bruit et générée par Jason Allen, parce qu'elle avait fait grand bruit parce qu'elle avait obtenu le prix de la foire de l'État de Colorado et non pas Colorado en août 2022. Elle avait fait donc grand bruit. Interrogé par Sonia De Villers, l'artiste Jason Allen, lui, il avait parlé du processus de création de l'image. Il avait cité les plus de 80 heures qui lui avaient été nécessaires pour diffuser et peaufiner les consignes données à l'intelligence artificielle. Il avait parlé aussi de choix qu'il avait fait parmi plus de 600 images qui lui avaient été présentées, les modifications, les retouches. En fait, à la capacité d'incitation de la machine, on voit des dizaines d'images proposées, suivent en effet des sélections, des remaniements divers faits par les artistes. Alors certes, aujourd'hui, ça demande un peu moins d'expertise parce que la version récente
5 de Midjourney est absolument ahurissante. Ouais. Mais néanmoins, quand on a par exemple l'image faite par intelligence artificielle par un graphiste, un designer professionnel et un lambda, eh ben, on voit la différence quand même. Alors, est-ce qu'il y a quand même aujourd'hui des garanties de la part justement de ces opérateurs et sociétés d'intelligence artificielle pour mieux protéger les artistes? Et j'insiste, en creux, c'est aussi mieux les rétribuer. Alors, Stability AI, ils ont annoncé en fin d'année dernière que via le site haveibeentrained.org, où je ne me souviens plus exactement le point, bref, les artistes pourront avoir la possibilité de faire valoir leur option de retrait, opt-out, pour qu'ils puissent donc refuser que leur œuvre soit comprise dans la base de données. Aujourd'hui aussi, DALL-E ou Crayon, ils proposent d'imposer une marque sur les images produites par intelligence artificielle. On le voit, elle est petite, mais c'est le petit c'est la petite suite de pixels colorés en bas à droite. AI-generated content. Non, là, tu vois les pigments en bas à droite, là. Et on sait que c'est définitivement de l'image générée par IA. Et puis ensuite, il y a aussi, parce qu'il suffit de cropper l'image d'un tout petit bout et on n'a plus la main. Donc, il y a aussi des logiciels, des technologies qui doivent permettre en fait, de détecter automatiquement avec l'IA, la présence de l'IA. Par exemple, pour le texte, c'est par exemple une start-up qui s'appelle GPT-Zero, où pour l'image, eh ben, on a GAN détecteur de Maya Chitra. Voilà, c'est différentes initiatives qui sont en train de se mettre en place. Et c'est l'actu, tu le rappelles avec nous aujourd'hui, Jeanne. Marion, c'est extrêmement important, ce rappel quasiment à la loi, en l'occurrence, de Jeanne aujourd'hui dans cette chronique, parce que, en effet, ces questions de propriété intellectuelle, et attention, la propriété intellectuelle des Big G's est passée un peu à la trappe grâce à Stéphane Zibi à son smartphone. Est-ce que... Vivement Shabbat, absolument, pour pouvoir... On est mercredi, c'est pour ça. Raisonnée du numérique. On est jeudi en l'occurrence, mais sinon jeudi, c'est pas grave. Et donc du coup, ma question, parce que j'en avais une, sinon on est très dissipé sur ce plateau. Propriété intellectuelle IA, c'est un vieux serpent de mer. Oui, alors je vais te répondre directement suite à la chronique de Jeanne qui est passionnante. Oui, et je vais même répondre au bip de sonnerie de notre ami Stéphane, puisque ça me rappelle MC Solar qui avait porté plainte en 2005 parce qu'un provider, enfin une société, avait utilisé 2 de ses titres, et pas des moindres, je ne sais plus lesquels je les ai plus en tête, mais tout le monde l'a entendu, et en sonnerie de téléphone portable. Et donc il avait dit, MC Solar, moi je ne suis pas d'accord, et la Cour, effectivement, qui a jugé l'affaire, a dit oui, en effet, c'est un plagiat. Vous n'avez pas, vous avez détourné en fait les titres, les morceaux originaux d'MC Solar, et donc c'est un plagiat. Bref, c'était pour faire un lien avec tout ce qui se passe sur ce plateau, c'est incroyable. Non, oui, c'est un serpent de mer. Bah, c'est un peu l'histoire de l'internet. Encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, on doit le mettre aux perspectives de la façon dont on a construit un petit peu l'histoire d'internet. C'est vrai qu'au début, il y avait un peu 2 internets sur la partie de créativité, à la fois les logiciels open source, les Creative Commons, etc., qui ont un petit peu organisé à leur façon, mais un peu trop communautaire à mon goût, même si vraiment on salue leur initiative et finalement un dogme qui était justement de protéger les auteurs sur un partage équitable et qui serait tracé. Et puis l'autre Internet, c'est celui qui est un peu cow-boy, et c'est l'IA suit cet Internet cow-boy sur lequel je pense qu'il y a un gros business aussi d'aller contrer. Je pense qu'il y a des sociétés qui vont se contrer pour aller détecter des IA, des plagiats, des détournements, et ça va encore... Ouais, c'est un pari que je fais. Ouais. Allez, rangez les Santiago, règlement de compte à OK Corral entre le climat, justement, et nous, citoyens, organisations, institutions et gouvernements. C'est tout de suite dans la deuxième partie du Club Actu. Et pour en parler, on accueille tout de suite Axel Daucher, fondateur de Make.org. Tu es aussi un habitué, évidemment, de l'école du futur. Tu viens ce matin même, ou hier matin d'ailleurs, pour être très précis, de porter une initiative, 7 plans d'action issus d'une grande consultation portée par Make.org. Mais pas que, 7 mois de travail intense avec 11 organisations, des institutions, des entreprises. On va citer notamment France Digital, Crédit Agricole ou encore Engie. L'idée de ces 7 mois de travail, c'est de se dire qu'il y a des solutions à la clé, et tu vas voir à quel point ça résonne avec l'actu, puisque lundi, le GIEC remettait son 6e rapport et nous mettait en garde. On peut avoir quand même un tout petit peu d'optimisme, se dire que garder un monde à 1,5 degré, c'est possible, oui,
mais c'est le dernier sursaut à avoir et ce n'est pas international, il ne fonctionnera pas. Comment est-ce qu'on peut faire de la sobriété énergétique, puisque c'était le titre de ta consultation avec Make.org, plus qu'un hashtag? Je pense que tu as tout dit quand tu as parlé du rapport du GIEC qui dit que c'est encore possible mais qu'il faut y aller maintenant. En fait, maintenant on rentre dans le dur. Le dur, c'est que l'étape d'après, pour être à l'échelle, elle doit aller sur les modes de production, les modes de distribution et les modes de fabrication et de consommation. Et le seul moyen de réussir à créer quelque chose à cette échelle-là, c'est de travailler de façon coordonnée. L'État fait son travail de son côté, mais à côté de ça, on doit coordonner l'action des entreprises, l'action des citoyens, l'action des collectivités locales. Et c'est tout l'enjeu de cette opération, qui est d'avoir réuni 12 grandes entreprises, grandes organisations qui reflètent tous les secteurs d'activité, de les avoir fait collaborer avec 160 000 citoyens, de façon à créer un set d'initiatives qui est en fait un petit peu initié sur un enjeu de sobriété. En septembre, le sujet, c'était comment on passe l'hiver, et qui se transforme naturellement au premier jour du printemps, non pas comment on passe l'hiver, mais comment est-ce qu'on bascule dans la sobriété durable. Et c'est ça qui réconcilie finalement ces démarches communautaire avec le rapport du GIEC. Alors si Nathalie Van était avec nous sur ce plateau, il dirait que c'est le récit alternatif qu'il appelle de ses voeux, et ça tombe bien justement que chacun et chacune à notre niveau nous puissions collaborer pour pouvoir mettre vraiment en œuvre cette sobriété énergétique dont nous avons besoin, et encore une fois le GIEC nous le rappelle cette semaine. Il y a d'autres rendez-vous qui existent pour essayer de négocier entre États, c'est notamment la COP28 qui va avoir lieu à Dubaï, suivez mon regard, à la fin de l'année 2023. Les États ont vraiment pris la mesure de l'urgence, Stéphane? Non, je laisse Axel parler pour ça. Tu laisses Axel parler. Ok, Stéphane, passe la parole à Axel. Là, il allait parler. Dégagement, passement de jambes, hop. Non, mais il allait parler. Donc, moi, ce que je pense, c'est que aujourd'hui, dans tout ce qui ressemble à de la collaboration, ça ne marche plus. Voilà, parce que chacun est arrivé au bout des sujets sur lesquels tout le monde est d'accord, et que là, on rentre dans les vrais arbitrages. Donc, il faut un juge de paix entre États, entre entreprises. Entre entreprises, c'est ce qu'on vient de faire. Le juge de paix, c'est les citoyens. Les citoyens n'ont pas dans leur intelligence subliminale, les citoyens dans leur hacking de l'agenda. C'est eux qui déterminent les sujets sur lesquels on met en collaboration. Et c'est ça, cette mécanique qu'on a mis en place, et qui est exactement la même que celle qui peut se mettre en place entre États. Aujourd'hui, on travaille avec l'ONU sur des mécanismes similaires pour insérer finalement du citoyen à très large échelle de plusieurs dizaines de pays dans les négociations intergouvernementales. Et c'est de cette manière-là qu'on arrive à mettre tout le monde autour de sujets sur lesquels on a des arbitrages coûteux de tous les côtés. Donc cette mécanique-là, c'est celle qui est en jeu maintenant. Mais c'est intéressant, mais c'est un peu déceptif pour les autres instances de l'ONU, notamment avec les COP, où on se dit que finalement, même à grand renfort de publicité, rien ne peut réellement s'y décider et sur les engagements. Comment est-ce qu'on va aussi au-delà juste des déclarations de bonnes intentions? Marion, peut-être je vais te faire aussi réagir sur cette question. À quel moment on aura vraiment des mesures contraignantes pour pouvoir toutes et tous y arriver? Là, c'est quand même juste l'avenir de l'humanité qui se joue. Quand on indexera, je pense, l'écologie et l'urgence climatique dans le produit intérieur brut des pays, tout simplement. C'est un sujet économique et c'est un sujet électoral. Si on veut bouger, peut-être que Axel me rejoindra sur le sujet, je ne sais pas. Si aujourd'hui on doit bouger, ce sont les pays les plus pollueurs qui vont devoir rendre des comptes, et c'est pas forcément la France ni l'Europe, les pays les plus pollueurs. Ça va se jouer dans les urnes. Aujourd'hui, je pense que tous les citoyens, et parce qu'il va y avoir aussi des phénomènes climatiques qui vont s'aggraver, malheureusement, on va probablement avoir un été très chaud. Ce matin, la une de la presse mondiale faisait la lumière sur la crise de l'eau douce. Donc on n'est plus du tout dans le GIEC, le rapport du GIEC, et effectivement, à chaque fois, je dirais, le rendez-vous mondial de prise de conscience et de solutions, mais ça va se jouer d'un point de vue très électoral, et c'est tant mieux. Il faut forcer les gouvernements à prendre des mesures maintenant. Et ça rejoint en effet ta réflexion sur le pouvoir des citoyens pour faire changer ces comportements. Axel, il y a notamment dans la consultation, le fruit de ces 7 mois de travail, un exemple sur la limitation de l'impact énergétique du numérique. Forcément, ça nous parle ici sur ce plateau, mais ça engage vraiment ceux et celles qui signent cette consultation dans la durée? En fait, c'est toujours pareil. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ce qui a été dit. Évidemment, à un moment donné, évidemment que je suis d'accord avec ce qui a été dit, parce que c'est à l'échelle de ce qu'il faut changer. En revanche,
Le vrai sujet des changements de mode de consommation, il se passe dans chaque foyer, il se passe dans chaque entreprise, dans chaque quartier. C'est pas tellement l'échelle de l'État. Il y a quelque chose, c'est pas une question de se renvoyer la balle, c'est qu'il doit y avoir des changements autoportés sur lesquels l'État doit être un accélérateur, un catalyseur, tout ce qu'on veut, mais qui ne va pas se limiter à ça. Et c'est à ce moment-là où les éléments sont déterminants, c'est quand on est à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a un triangle de l'inaction qui fait que rien ne bouge. On n'est pas loin de basculer dans des effets de chaîne de transformation. Et non pas chacun dans son couloir de nage, mais tous ensemble. En revanche, c'est une nouvelle méthode, c'est un mot à la mode en ce moment, nouvelle méthode de collaboration qui est en place. Si tu prends les solutions numériques, il y a les solutions pour que chacun ait un site qui soit bien, enlève ses écrans digitaux à l'intérieur. L'empreinte est quasiment ridicule, c'est pas tellement le sujet. En revanche, si on prend Orange, par exemple, la capacité d'Orange d'accompagner la transformation des usages de ses clients, pas forcément avec moins de numérique, mais avec un numérique qui a un effet de levier en scope 3 et scope 4 qui est radical, change absolument tout. Et donc, il ne faut pas aborder les choses en disant, alors, qu'est-ce qu'ils font? C'est comment chacun, et c'était l'objet de ce travail, va agir sur lui-même et va mettre tout son écosystème au service de la transformation des consommateurs, de leur comportement, des particuliers et également des autres entreprises et des collectivités locales. Et ces effets collectifs, ils sont modélisés nulle part. Voilà, si on veut rester à 1,5, on est obligé de taquiner, c'est tricoter dans ces nouveaux modes de collaboration qui pour le moment n'existent peu. Mais c'est intéressant aussi parce que tu parles du coût de l'inaction, Axel, et a priori, même en matière de régulation, on n'a jamais trouvé mieux que de taper directement au porte-monnaie, notamment des institutions qui sont aussi financées par nous, citoyens et taxpayeurs, dans le même moment, et également des entreprises. Aujourd'hui, il y a quand même un hiatus. Là. Le coût de l'inaction est parfois plus valorisé que celui de l'action. Comment est-ce qu'on va chercher de nouvelles formes de financement, justement, pour pouvoir financer, là aussi, cette action climatique? Là aussi, ça demande aussi du pouvoir en matière de financement pour pouvoir y arriver. Il y a 3 points. Ah, pardon. Vas-y, mais non, cette émission la tienne. Ah bon, très bien. Alors. Non, je dirais qu'il y a 3 sujets sur le code d'inaction. Il y a effectivement les règles du jeu définies par l'État de façon à ce que ça produise des effets vertueux. Il y a deuxièmement réinventer des modes économiques qui réconcilient le long terme et le court terme et qui impactent dans le court terme les effets long terme. Et donc ça, c'est en train de se mettre en place et c'est un enjeu étatique mais aussi des acteurs financiers. Et le troisième, c'est des bénéfices locaux. Ce matin, on évoquait des mesures que met Transdev. Ils ont calculé que sur des nouveaux modes de transport en commun, on peut gagner 11 heures par mois et 200 € par mois par personne. On est dans des systèmes sur lesquels l'économie, elle est tout de suite préhensible, tout de suite mise en œuvrable. Donc, il ne faut pas simplement attendre le grand soir, il faut aussi travailler sur des équilibres économiques locaux. Des effets économiques locaux, mais je rappelle aussi qu'il y a typiquement, alors c'est peut-être aussi parfois des désignés coupables un peu simples, mais il y a aussi des investisseurs, il y a aussi des banques qui continuent à financer les industries fossiles. Il faut là aussi peut-être leur demander de se mettre face à leurs responsabilités, Marion. Aujourd'hui, vous avez tous assisté à l'incursion des activistes écologistes dans les conseils d'administration, chez BNP Paribas ou chez Total. Donc oui, il y a une grosse pression sur ces banques et qui effectivement BNP Paribas n'est pas un modèle absolu de finance verte finalement, même si elle le vend comme ça. En même temps, j'imagine que c'est pas si simple de changer les règles financières, capitalistes de notre siècle en un jour. C'est pas évident. On peut l'entendre aussi, mais il va falloir quand même effectivement que ce monde bouge assez vite. Allez, dernière question avec vous tous ici en plateau. Les experts de l'ONU, du GIEC justement pour ce 6e rapport, condamnent également le techno-solutionnisme. Est-ce que, c'est une question qu'on se pose souvent ici, justement, en alertant sur ces dangers du techno-optimisme, on l'appelle un peu comme on veut, est-ce que nos écosystèmes au pluriel peuvent faire face à leurs éco-responsabilités? Stéphane, désigné volontaire. C'est sympa, c'est la plus simple des questions. Oui, non, mais je sais pas, de toute façon, je repensais à ce qui a été dit, ce que disait Axel tout à l'heure en préambule de tout. C'est vrai que la coordination globale, donc entre citoyens, entreprises, gouvernements, est indispensable. C'est sûr que la technologie peut réduire l'empreinte. Je vous donne un exemple au niveau de l'école.
pour réduire une empreinte carbone, il faut porter un peu de online. Parce qu'on n'est pas obligé d'être sur plusieurs campus en même temps, d'avoir un prof qui est là dans un lieu et il peut arroser sur 6 ou 7 campus en même temps. Donc on réduit l'empreinte. Donc il est nécessaire aujourd'hui dans nos programmes de mettre du online. Avoir ce réflexe-là pour que systématiquement tous nos parcours puissent intégrer ce type de choses, c'est pas quelque chose qui était évident avant, mais il faut avoir ce réflexe. On doit changer certaines habitudes. Là, j'avais pris quelques notes en préparation de ce... Ah, tu vois, tu as des réponses. J'ai quelques réponses, bien évidemment. Mais c'est vrai que Axel parlait d'Orange. C'est très bien si Orange était dans l'éducation et la pédagogie envers ses utilisateurs en disant, voilà, vous devez éteindre votre box Internet et votre boîtier télé. C'est 150 à 300 kWh par an d'économiser, soit entre 20 et 30 euros sur la facture d'électricité pour un geste. Et même à la rigueur, même un petit truc qui serait une fonctionnalité qui dirait il est telle heure, on peut éteindre et tout, ok, on éteint. Ouais. Juste ça. Et c'est un ensemble de choses. Et si on ne contraint pas avec des lois, donc les gouvernements, ce type de choses, les opérateurs ou les constructeurs ou je ne sais quoi, ça finira par jamais marcher. Mais c'est vrai qu'on doit avoir des nouveaux réflexes et les nouveaux réflexes doivent être faits de façon concrète et la techno peut aider. Bon, on est force de coercition sur ce plateau, vous le voyez, pour pouvoir justement passer à l'action climatique. Axel, dernier mot avec toi. Comment est-ce qu'on va pouvoir mesurer, encore une fois, il n'y a pas d'impact sans mesure de cet impact, mesurer les engagements pris par ceux et celles qui t'ont rejoint pour cette consultation? En fait, ils m'ont rejoint dans un chemin, donc c'est pour ça que moi je suis pas tellement en une obsession de la mesure mesurable, parce que la mesure n'est jamais complètement parfaite et puis on peut y mettre ce qu'il veut. En revanche, la réalité de la démarche, l'engagement que les entreprises font vis-à-vis de leurs clients, vis-à-vis de leurs fournisseurs ou vis-à-vis des pouvoirs publics, ça pour moi c'est important. Donc nous, là, en l'occurrence, le travail qui a été fait, on a un point de rendez-vous en septembre, on va faire un point complet de voir comment est-ce que ça a évolué et qu'est-ce qui va se passer pour l'hiver prochain. Et parallèlement, on a un travail au niveau de l'Europe, où on va travailler avec la Commission européenne sur l'utilisation de tous ces systèmes-là, notamment le cabinet Timmermans, sur un déploiement européen, parce que les mêmes problèmes sont partout et que les mêmes solutions fonctionnent partout. Je rappelle encore une fois que le rapport du GIEC publié ce lundi nous dit qu'on n'y arrivera pas sans prise de conscience et sans action internationale. Messieurs, dames, merci infiniment d'avoir commenté ces actus avec nous. Axel de chez Make.org, Stéphane Zibi pour l'ensemble de son œuvre et Marion Moreau. On se retrouve évidemment tous les vendredis avec Hors Normes, cette excellente newsletter. Jeanne, on te retrouve toute cette semaine dans l'école du futur et nous dès demain pour de nouvelles aventures.